Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu être avocate. L'idée a commencé à émerger à la faveur d'un événement en apparence parfaitement anodin. Vous savez, le genre d'événement qui débute par rien. Un mot de travers, un regard en biais, un silence déplacé. Rien en apparence, mais en réaction de quoi on va prendre une décision qui engagera plus ou moins inconsciemment toute notre vie. Ça se passait en classe de CM1. Et on apprenait les adjectifs épithètes. Vous savez, ces adjectifs qui lient directement le nom sans passer par aucun verbe. Une petite fille formidable, une jolie maison, un immense château. Et l'institutrice, Madame Moulin, avait demandé qu'on lui en donne chacun un exemple. Alors le mien a été le suivant. Un laid monsieur. Alors, c'est pas une formulation très jolie, peut-être même que c'est une formulation qui est aussi laide que ce qu'elle représente, mais pour autant, grammaticalement parlant, elle ne semble pas inexacte. On a bien un adjectif qui précède directement le nom. Pourtant, la réaction de Madame Moulin m'est tombée dessus comme un coup près. Elle m'a dit « Négard, je savais que tu parlais mal le français, mais à ce point-là. » Alors, le français n'a pas été ma langue maternelle. Je suis née à Paris, de parents iraniens, et jusqu'à la maternelle, je n'ai connu que le persan. Ok. Mais quand même, cette humiliation qui consiste à disqualifier quelqu'un, en l'occurrence un enfant, de manière aussi définitive, pour des difficultés de langage, c'est quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Parce que c'est elle qui avait l'autorité, Madame Moulin. C'est elle qui détenait le pouvoir de décider de notre sort. Alors je l'ai cru. Et j'ai été de moins en moins encline à vouloir prendre la parole, en même temps que je valorisais de plus en plus ceux qui savaient manier la parole. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant chez l'orateur. Par le simple jeu des mots, il fédère ou crée la discorde. Il utilise le langage pour se plaindre quand quelque chose l'inconforte, pour alerter quand un danger le guette, pour dénoncer quand il se sent ou se sait agressé. Il joue avec nos sens, notre discernement, et on le suit, on lui dit oui. La maîtrise de la langue, c'est la clé de toute chose. Alors à 20 ans, après avoir passé toute mon adolescence à ne pas vouloir prendre la parole par honte, par peur, j'ai décidé de sortir de cette torpeur et j'ai commencé à travailler la langue, à l'exercer. J'ai emmagasiné du vocabulaire, j'ai appris par cœur des citations, des formules, les expressions de la langue française, les tables des matières. Et puis j'ai même tenté des concours d'éloquence et je suis devenue avocate. En 2016, j'ai fait la connaissance d'un nouveau client, Mohamed Amri. Il était impliqué malgré lui dans les attentats du 13 novembre 2015. C'était un copain de quartier des frères Abdeslam et il leur avait rendu des services sans savoir que ces services allaient en réalité servir à la logistique des attentats. Je l'ai côtoyé régulièrement à partir de 2016, mais plus intensément en 2022 à l'occasion des 10 mois de son procès. Et très rapidement, j'ai ressenti une espèce d'identification à Mohamed Amri sur un aspect, le langage. Parce que lui aussi éprouvait les difficultés que moi-même j'avais éprouvées quelques années auparavant. Alors, il était doué d'une certaine sensibilité. Il n'avait pas de problème d'ordre cognitif, mais il lui manquait du vocabulaire, il lui manquait la science de la syntaxe. Il le savait et ça ne l'encourageait pas à s'exprimer. C'est pas rien comme problème, hein. Il faut imaginer un accusé qui, lors du plus grand procès de ces dernières années, encourt 20 ans de réclusion criminelle pour des faits qu'il conteste en partie, mais qui est dans l'impossibilité de se défendre parce que, honteux de ne pas pouvoir trouver les mots justes, il préfère capituler en ne s'exprimant pas. Vous voyez l'importance que je donnais au langage, au maniement de la langue, tout à coup, avec Mohamed Amri, revêtait un enjeu supplémentaire. C'est que le maniement de la langue, ça n'a pas qu'un enjeu social qui permettrait de distinguer les uns et les autres dans les dîners en ville. Dans le cas de Mohamed Amri, le maniement de la langue revêtait un enjeu de liberté.
un enjeu existentiel même, parce qu'il devait absolument faire comprendre à la cour d'assises, par les mots, qui il était, comment il fonctionnait, et ce qui s'était passé dans sa tête pour être impliqué malgré lui dans ces attentats. Alors, j'avais instauré une méthode de travail. Il me disait ce qu'il avait envie de dire à la cour d'assises, je le reformulais sur un bout de papier, plus clairement que je lui remettais, et il apprenait ce bout de papier par cœur, le soir, dans sa cellule, comme ça, avec l'urgence de celui qui joue sa vie. Et il s'est passé quelque chose d'assez remarquable. Grâce à une cour d'assises qui lui laissait un véritable espace de parole, Mohamed Amri a eu de moins en moins besoin de moi. Il a pris de plus en plus confiance en lui et dans sa manière de s'exprimer. Et c'est cette confiance-là qui lui permettait de puiser les mots qu'il voulait dans le petit bagage de mots qu'il avait et de pouvoir le mieux possible articuler sa pensée. Parallèlement à cette affaire, je travaillais sur un autre dossier, triste aussi, le dossier de la petite Shaina Wansi. Shaina avait été violée à 13 ans par plusieurs jeunes garçons, dont son petit copain de l'époque, et le soir même, elle décidait de porter plainte. Au commissariat, on l'orientait d'abord vers une médecin légiste, laquelle l'examinait et constatait sur son corps, sur ses cuisses, entre ses cuisses, sur son torse, des griffures, des ecchymoses, des rougeurs. Tout ce qui, a priori, valide une agression sexuelle. Pourtant, la médecin légiste indiquait en préambule de son procès-verbal de constatation médicale, on ne perçoit pas d'affect, de tristesse, de honte ou de sentiment de culpabilité. Shaina Wansi parle et se déshabille facilement. Shaina était ensuite orientée vers une enquêtrice pour qu'elle dépose véritablement plainte. Mais alors qu'elle tentait de raconter ce qui lui était arrivé, avec toute la difficulté qu'on imagine, l'enquêtrice indiquait en majuscule sur ce PV d'audition, disons qu'au cours de l'audition, Shaina ne manifeste aucune émotion particulière. Vous m'accorderez qu'aucune de ces réflexions n'est neutre, que chacune révèle l'incrédulité de celle qui recueille la parole de Shaina. Ce qu'il faut, c'est qu'à partir de là, les dépositions de Shaina seront de moins en moins claires et de moins en moins précises. Sur un PV de confrontation, c'est-à-dire un PV qui retranscrit une séance dans laquelle elle est physiquement confrontée à ses agresseurs, on la sent même peu encline à parler, fermée sur elle-même, désireuse de balancer n'importe quelle réponse pour en finir le plus vite possible et rentrer chez elle. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que face à l'incrédulité de la médecin légiste et de l'enquêtrice, Shaina a été de plus en plus confuse, qu'elle a perdu progressivement confiance dans ses souvenirs, dans ses souffrances ? Probablement, mais je n'aurai pas l'occasion d'en discuter avec Shaina. Je n'ai pas connu Shaina. Shaina sera assassinée 2 ans après, à 15 ans donc, par son nouveau petit copain de l'époque, poignardée, brûlée vive, pour ne pas avoir voulu avorter de l'enfant qu'elle portait de lui. Et c'est en me saisissant de tous ces dossiers que je ferai la connaissance de Shaina, à titre posthume donc. Il y a un jeu de miroir assez intéressant entre ces 2 personnages. L'amélioration du langage chez l'un et sa détérioration chez l'autre. Il y a un point commun aussi, c'est que ces 2 évolutions ont eu lieu en réaction à des attitudes préalables. L'attitude positive de la cour d'assises pour Mohamed Amri, l'attitude hostile de la médecin légiste et de l'enquêtrice pour Shaina. Alors, que faut-il en conclure ? Que mon constat initial était faux, ou en tout cas naïf. C'est vrai que le langage, la maîtrise du langage, c'est fondamental. Mais il y a quelque chose de plus fondamental encore, sans lequel il n'est rien, qui seul le rend possible, comme une condition préalable et nécessaire à son existence. C'est l'écoute. Plus précisément, la qualité de l'écoute. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, les choses sont inversées.
Ce n'est pas la qualité du récit qui provoque le silence, mais la qualité du silence qui permet au récit de se déployer. Autrement dit, l'art de l'écoute précède l'art du récit. Et vous l'avez sans doute tous, peut-être sans le savoir, déjà expérimenté. Vous formulerez toujours une même histoire racontée à deux personnes différentes, différemment, selon l'attention que chacune vous portera. Face à la personne qui se trouve attentive, à l'écoute, votre discours sera vivant, enjoué, vous aurez de l'esprit, vous trouverez les mots justes, vous aurez envie de parler. Et face à quelqu'un qui se montrera au contraire fermé, qui vous écoutera peut-être un peu de haut, ce qui était supposé être le même discours sera différent. Il sera plus sec, plus court, hésitant, avorté. Shaila aussi n'a pas pu s'exprimer avec la liberté qu'elle méritait en raison du préjugement de la médecin légiste et de l'enquêtrice. À l'inverse, et paradoxalement, Mohamed Amri, qui lui était détenu, qui lui était dans le box des accusés, a pu prendre la parole pour ce qu'il avait à dire, à la manière d'un homme libre. Et son langage a gagné en force. Parce que c'est à ça que revient finalement la qualité d'écouter. À ne pas prêter à l'autre, avant qu'il ne parle, ses propres projections et fantasmes, à ne pas le réduire à ses propres considérations, mais au contraire, à le considérer comme un être entier, libre de tisser son récit, avec des erreurs peut-être, avec des incohérences peut-être, mais authentiquement, tel qu'il est. Offrir à l'autre cette qualité-là d'écoute, c'est le premier marqueur de la considération qu'on lui porte. Et c'est la meilleure manière de tisser du lien dans une société qui se fracture de plus en plus. Et par-dessus tout, ça ne coûte pas grand-chose. Il suffit d'un peu de patience et de temps, et peut-être une flamèche dans le regard de bienveillance. Alors, allez-y dès maintenant, mettez-vous-y dès ce soir. Bonne conférence.